Bonjour à tous, donc je vais vous présenter les éléments qui concernent la surveillance des PFAS dans les milieux aquatiques. Je remercie par ailleurs les collègues de la direction de l'évaluation et de la planification de l'agence de l'eau avec qui on a réalisé ces éléments. Donc qu'en est-il de la surveillance et de l'évaluation de la qualité dans les milieux? Alors c'est vrai qu'en introduction, je dirais, on a vu qu'on a affaire à beaucoup de substances, de milliers de substances. Toutes les suivre, c'est pas possible. Donc finalement, il faut faire des choix. Il y a d'ailleurs aujourd'hui un groupe technique national eau souterraine qui vise à nous présenter un petit peu les éléments pour la campagne prospective qui sera l'année prochaine. Puisque là, en fait, ce sont de la surveillance qu'on fait en routine, mais régulièrement, on fait des campagnes exploratoires pour essayer d'améliorer la surveillance qu'on fait un petit peu en routine. Donc on a besoin de ces campagnes-là pour être encore plus pertinent. Et finalement, la question qui se pose à chaque fois sur les substances, c'est parmi toutes celles qui sont produites, lesquelles sont les plus toxiques, lesquelles vont pouvoir transférer vers le cours d'eau, lesquelles vont pouvoir transférer vers les eaux souterraines, comment elles vont se dégrader, est-ce qu'on est capable de les analyser, et donc on réduit un petit peu l'entonnoir pour aboutir à une liste de substances qui n'est jamais suffisante, mais en tout cas, c'est aussi des choix qui sont faits. Ça a un coût, on parlait des coûts tout à l'heure, le coût notamment de la surveillance des milieux aquatiques sur le bassin de la Bretagne, donc uniquement cours d'eau, plans d'eau, eau souterraine et eau littorale, c'est 11 millions d'euros par an, dont la plus grosse part provient des redevances eau potable et assainissement, donc, que nous payons tous, et donc qui nous permettent de faire cette surveillance-là. Donc voilà, c'est 11 millions d'euros par an pour une surveillance qui ne sera jamais, de toute façon, 100%, comment dire, on y va. Donc, juste pour rappeler dans quel cadre on effectue la surveillance des milieux aquatiques, c'est donc bien la directive cadre sur l'eau qui nous fait cette demande-là. Et donc, les États membres, alors, si, donc, l'article 8 de la directive cadre sur l'eau nous dit que donc, les États membres doivent établir des programmes de surveillance qui permettent d'évaluer l'état global des milieux aquatiques, donc cours d'eau, plans d'eau, souterraine, eau littorale. Et donc dans ce cadre-là, on a un programme de surveillance, alors qui se fait sur des cycles de 6 ans. Là. La directive cadre sur l'eau fonctionne par des cycles de 6 ans. Donc on est actuellement dans le programme de surveillance 2022-2027. Voilà, pour le cadre global. Le contexte réglementaire, alors on a un arrêté du 25 janvier 2010 qui a été mis à jour en 2022, qui établit la manière dont on doit suivre la qualité des milieux aquatiques. Donc quels sont les paramètres à suivre, quelles sont les matrices à suivre et quelle est la fréquence du suivi. Donc l'arrêté de surveillance donc, du 25 janvier 2010 consolidé en mai 2022. Et puis on a également, en dessous, je vous ai mis les arrêtés d'évaluation. L'évaluation de l'état chimique et de l'état écologique des eaux superficielles et d'évaluation des eaux souterraines. Donc avec à chaque fois, on a notamment les valeurs seuils ou les normes de qualité environnementale à utiliser pour définir est-ce qu'on est en bon état ou est-ce qu'on est dans un état dégradé. Plus globalement, la surveillance de l'état des eaux, des milieux aquatiques assurée notamment par les agences de l'eau en France, on a des suivis quantitatifs sur les cours d'eau et les plans d'eau. On a ce qu'on appelle un contrôle de surveillance qui permet de représenter un petit peu l'état général des milieux aquatiques. On a un réseau qu'on appelle contrôle opérationnel qui permet d'aller cibler un peu plus spécifiquement là où on a des problèmes, et donc d'avoir une fréquence et des paramètres de suivi spécifiques aux pressions qu'on a sur certains territoires. On a également un réseau de référence terrain. On essaye d'avoir des stations pour lesquelles on a des pressions anthropiques les plus faibles pour les comparer à des stations qui seraient plus impactées. Voilà, on a également un contrôle effectué dans le cadre des zones protégées, notamment les zones conchylicoles ou les sites naturels, etc. Donc voilà, on a toute une surveillance en tout cas des milieux aquatiques en France sur différents milieux. Donc
on va vous présenter un petit peu les résultats concernant cette surveillance sur les eaux souterraines et les eaux superficielles. Donc on a ici donc, le bassin Loire-Bretagne, on fera un petit zoom ensuite sur la région centrale de Loire. Mais donc on a 400 points d'eau souterraine pour lesquels on effectue des prélèvements, donc c'est 2 fois par an ou 4 fois par an. C'est à peu près 300 molécules qui sont recherchées au global. Donc on a des prestataires qui réalisent ces prélèvements pour nous, prélèvements et analyses physico-chimiques. Et donc les prélèvements sont réalisés sur des puits, sur des forages, sur des sources, sur des points qui ont un usage ou pas, qui ont un usage d'alimentation d'eau potable, irrigation, parfois industrielle, parfois c'est des points chez les particuliers. On essaye d'avoir des points qui représentent au mieux le fonctionnement des aquifères. D'ailleurs, à titre d'illustration, vous avez à gauche les eaux souterraines, donc les 400 points d'eau souterraine qui sont utilisés dans le cadre de la surveillance pour la directive 4 sur l'eau. Et puis à droite, on a à peu près 4000 captages d'alimentation d'eau potable pour lesquels on a une surveillance sanitaire, alors avec des fréquences et des molécules qui ne sont pas les mêmes que celles qu'on a dans le cadre de la directive 4 sur l'eau, mais néanmoins on a aussi beaucoup d'informations qui nous a apportées par ce contrôle sanitaire. Et moi je vous parle aujourd'hui du point de la directive 4 sur l'eau. Un tout petit point sur les eaux souterraines. Les eaux souterraines, c'est quoi? C'est finalement donc de l'eau qui s'infiltre depuis la surface, qui va traverser ce qu'on appelle la zone non saturée. Alors, une zone non saturée, parce que finalement, c'est en fait tous les vides qui vont se retrouver entre les grains, entre les roches, qui vont être remplis par l'eau. Et donc l'eau finalement descend et petit à petit va venir remplir complètement les vides pour faire remplir ce qu'on appelle donc la zone saturée. La zone saturée, donc l'aquifère, et puis au-dessus la zone non saturée. Donc on fait un prélèvement, un forage, c'est le principe d'une paille qu'on aurait dans un bocal, qu'on passera au bout pour aller pomper l'eau, et donc c'est ce qu'on appelle de l'eau souterraine. Voilà. On a d'ailleurs, notamment en région centrale de Loire, 2 types d'aquifères. Alors on est sur des aquifères sédimentaires, on est dans le bassin parisien, et on a 2 types de nappes. On a des nappes libres, qui sont représentés à gauche, où le niveau piézométrique, le niveau de la nappe va pouvoir fluctuer au gré de la recharge, au gré des prélèvements qui sont effectués. Et puis on a également des nappes captives plus profondes, à droite, avec notamment des formations plus ou moins imperméables qui vont protéger les eaux souterraines qui se trouvent en dessous. Alors, quelques photos pour illustrer simplement voilà, le type de points sur lesquels on peut faire des prélèvements, des puits, des sources, des forages, voire même des prisomètres, qui sont ni plus ni moins que des petits forages. Alors, on a parlé des 20 substances qui vont être à suivre de manière obligatoire pour les eaux potables à partir de janvier 2026. Ces 20 substances-là ont été intégrées depuis 2022 déjà dans la surveillance obligatoire des eaux souterraines, dans le cadre de la DCE. Donc voilà, ça fait déjà presque 2 ans qu'on suit ces 20 PFAS pour les eaux souterraines. Donc là, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, donc une concentration maximale de 0,1 microgramme par litre pour la somme des 20 PFAS, et de 0,5 aussi pour le total des PFAS, même si finalement, dans l'arrêté de surveillance, on a aujourd'hui les 20 PFAS qui sont concernés, et en fait, on n'en analyse pas d'autres. Donc, la somme des 20 PFAS, le total des PFAS, c'est bien souvent la somme des 20, puisqu'il n'y en a pas d'autres qui sont analysés, en tout cas dans le cadre de la surveillance des CE. Alors, en région centrale de Loire, si on zoome un petit peu, on a, alors depuis 2011, parce que la surveillance n'a pas commencé en 2022, on avait déjà depuis 2011 commencé à analyser quelques PFAS. Aujourd'hui, on en est à cette liste de 20, mais on dispose de 142 points d'eau souterraine en région centrale de Loire qui disposent de données qualité sur les PFAS. Parmi ces 142 points d'eau souterraine, on a 66 sur lesquels on a quantifié, parfois des valeurs d'ailleurs inférieures au seuil de 0,1 sur la somme des 20, mais 66 points d'eau pour lesquels on a quantifié au moins une fois un ou des PFAS. Et on a eu historiquement aussi, depuis 2011, c'est assez récent finalement, mais on a 2 points d'eau souterraines pour lesquels on a eu des dépassements de 0,1 microgramme par litre, qui est donc la valeur seuil pour le potable et pour les eaux souterraines également.
Donc on a eu dans le 18 à Saint-Bouchard un puits dans les calcaires du Jurassique supérieur, alors un puits de faible profondeur, on est aussi sur des nappes libres, où en 2024, voilà, on a enregistré des concentrations de 185 nanogrammes par litre. On a eu également à Tours un puits donc, dans les alluvions de la Loire. Là, c'était en 2022 où on a enregistré des concentrations de 382 nanogrammes par litre. Donc, je vous rappelle, la valeur seuil, c'est 100 nanogrammes par litre pour les vins. Et à chaque fois, alors, c'est la somme de 9 PFAS qui ont abouti à ces concentrations-là. Toutes les données, là, c'est le petit lien qui est indiqué ici, mais toutes les données issues du contrôle, de la surveillance pour la DCE sont disponibles sur Internet, sur le site ADES pour les eaux souterraines, accès aux données pour les eaux souterraines, et sur le site NAIAD pour les eaux superficielles. Donc, toutes les données sont bancarisées et sont disponibles gratuitement. Donc voilà pour les résultats pour les eaux souterraines pour la région centrale de Loire. On a ici en fait deux cartes. On a à gauche les concentrations historiques dans la mesure où il s'agit de polluants persistants. On s'est dit bon, on va prendre le pire qu'on a déjà enregistré. Et donc on retrouve nos deux points voilà, du côté de Tours et du côté de Bourges. Donc les points rouges sont les points qui dépassent les 100 nanogrammes par litre pour la somme des vins. Et puis les points rouges ou verts sont des points pour lesquels on a quantifié des PFAS, néanmoins à des valeurs seuil qui sont inférieures aux 100 nanogrammes par litre. Et puis là à droite, c'est uniquement les dernières données 2024 qui sont disponibles. On retrouve toujours ce dépassement là sur le site de Saint-Bouchard. Ça permet peut-être de comparer un petit peu les deux cartes. Mais oui, effectivement, d'une campagne à l'autre, d'une année à l'autre, on peut avoir des concentrations qui fluctuent. On peut même parfois ne pas en trouver, puis ensuite en retrouver. Il faut l'imaginer comme dans une rivière, on a aussi comme dans une rivière, on a des écoulements, et donc en fonction de la période de l'année où on va les prévenir, en fonction de la dilution, en fonction des conditions de recharge, on va trouver des concentrations qui peuvent fluctuer. Une page pour vous montrer sur le site ADES, on peut aussi très facilement aller voir la chronique, en 2 clics, vous cherchez un PFAS en particulier, pour peu qu'il soit analysé et qu'il fasse partie des vins, on peut aller rechercher l'historique des concentrations qui ont été réalisées. Donc voilà, encore une fois, vous pouvez vous rendre sur le site ADES qui est très intuitif et assez simple d'utilisation. En ce qui concerne les eaux superficielles, alors pour les eaux superficielles, je vais vous présenter les résultats sur les cours d'eau et sur les plans d'eau. Alors à l'échelle du bassin Loire-Bretagne, on a 450 stations de cours d'eau et 104 stations plans d'eau, pour lesquelles on va avoir des analyses sur les PFAS, alors sur différentes matrices, eau, sédiments et biote. Alors sur le biote, on va voir sur le filet de poisson, sur le poisson, et sur les crustacés, donc sur le gamma. On a, alors autant pour les eaux souterraines, on a une valeur seuil de 100 nanogrammes par litre pour les vins PFAS. Pour aujourd'hui, en tout cas, pour les cours d'eau, pour les eaux superficielles, en termes de valeur de normes de qualité environnementale, donc de valeur seuil à prendre en compte pour le bon état, on a uniquement une valeur seuil pour le PFOS, avec une concentration moyenne annuelle de 0,00065 microgrammes par litre, une concentration maximale de 36 microgrammes par litre. Et ça, c'est au niveau du biote, on a une valeur seuil de 9,1 microgrammes par kilogramme. Donc ça, ce sont les normes de qualité environnementale utilisées pour l'eau et pour le biote. Et voilà un petit peu la surveillance qui est réalisée. Depuis 2017, sur le support eau, on avait 5 PFAS. Aujourd'hui, à partir de 2025, on va en avoir 22 dans les eaux superficielles, dans les cours d'eau. On a 5 PFAS qui sont aussi analysés depuis 2017 sur les sédiments. Et au niveau du biote, on a commencé par 2 PFAS analysés en 2017. Et puis, à partir de 2022, on a 12 PFAS qui sont analysés, notamment sur les canards. Donc, on est aussi sur surveillance. Les canards, c'est des petites crevettes, c'est des crustacés. Voilà, pardon. Je vais remettre une photo. Moi, c'est un 12. Donc, en termes de résultats, sur les cours d'eau, donc 85, donc en région Centre-Val-de-Loire, alors on zoome un petit peu, sur les cours d'eau, 85 stations concernées par des analyses. Le PFOS a été quantifié sur 76 stations, et donc ça concerne notamment des dépassements par rapport à la norme de qualité environnementale sur 53 cours d'eau. Et sur le support biote, on a également des dépassements de la norme de qualité environnementale PFOS sur 4 cours d'eau,
et des dépassements sur les 27 cours d'eau sur les analyses sur Galar. Voilà, voici, voilà, on a une photo de Galar. Voilà. Une carte pour présenter les résultats. À gauche, vous avez sur le support eau, cours d'eau à gauche, plan d'eau à droite. Et donc les points qui sont rouges sont des points qui dépassent la norme de qualité environnementale uniquement sur le PFOS pour lequel on a une norme de qualité environnementale. Okay. Donc on voit une contamination généralisée. Donc là c'est sur l'historique des données également. Mais on a effectivement voilà, une contamination généralisée sur les cours d'eau et on a également voilà, des dépassements sur les plans d'eau, de rouge, de la vallée. Pour le support BIOTS, à gauche sur le poisson et à droite sur le canard. Donc voilà, on a beaucoup plus de données sur le galar. D'ailleurs, donc sur le poisson, ce sont des prélèvements de poissons qui sont réalisés lors des inventaires piscicoles dans le cadre de pêche électrique, qui sont réalisés donc en général une fois par an. Et puis sur le galar, en fait, c'est des galars qui sont engagés dans le cours d'eau. On va laisser 2 à 3 semaines, le temps qu'ils s'invitent un petit peu de la potion magique, avant de les analyser en laboratoire. Donc là aussi, voilà, on voit des contaminations, effectivement, des points rouges sur la matrice galar sur un grand nombre de cours d'eau. Le site Taillade offrant sur les résultats voilà, disponibles dans ce qui concerne les analyses physico-chimiques sur les eaux superficielles. Et puis là, c'est effectivement tout le portail de France, puisque voilà, toutes les données, on a quand même la chance d'avoir un grand nombre de données quand même disponibles, donc, notamment voilà, Naiad et Hades pour les eaux superficielles et les eaux souterraines, auxquelles vous pouvez aller vous référer comme vous le souhaitez. Et je passe la parole. On enchaîne avec des questions tout de suite. On enchaîne. On prend quelques questions. Ouais. Merci beaucoup, Damien. On va prendre quelques questions avant de passer la parole à Adrien qui devra compléter sur cet état des lieux. Oui, bonjour. Je ne sais pas si c'est vraiment réglementaire sur les mêmes choses souterraines ou superficielles, mais comment expliquez-vous le fait qu'on en retrouve beaucoup sur les eaux superficielles et un peu moins souvent dans les eaux souterraines, parce qu'à un moment donné, ça descend. Alors effectivement, les normes ne sont pas les mêmes. On est à 100 nanogrammes par litre pour les eaux souterraines, donc c'est la même que les valeurs seuil pour le potable. Alors que sur les cours d'eau, on va être à des valeurs beaucoup plus faibles. Et alors d'abord c'est que sur PFOS, sur un seul paramètre. Et notamment la moyenne, on est à 65 10.3 microgrammes. Donc en fait on n'a pas les mêmes valeurs seuil. D'un côté c'est l'eau potable, donc finalement c'est la consommation humaine qui prend en compte. Et de l'autre c'est la biologie, donc l'impact derrière sur les poissons, sur les gamards. Globalement sur la vie biologique, donc on n'a pas les mêmes valeurs seuil. Ça explique probablement le trop de cours. Oui, tout à fait. Bonjour, c'est Louis de l'UGR, de surveillance de qualité d'air dans la région centrale de Loire. Je posais la question sur le rôle que peut jouer l'épandage des bouts d'opération dans la contamination du milieu. C'est-à-dire, on a vu, on a un peu partout, même dans les zones où il n'y a pas d'industriel, on a présence des PFAS. Et je posais la question par rapport à la présence des PFAS dans les bouts d'opération, qui sont générés dans les stations d'opération, et donc l'épandage des bouts sur les zones agricoles. Alors, je ne sais pas, néanmoins, par rapport finalement à tout ce qu'on a pu se dire ce matin, il y a tellement de sources potentielles dans notre environnement que j'imagine que les bouts doivent être bien chargés, et donc que c'est aussi un vecteur de pollution vers les milieux aquatiques, évidemment. Mais bon, je n'ai pas d'éléments spécifiques sur les bouts, je ne sais pas. Oui. Bonjour, Antoine Verset de la Fédération de pêche et de protection des milieux aquatiques du Loiret. J'avais 2 questions. La première,
qui nous écarte un petit peu des PFAS, mais ça faisait partie de ta présentation. Tu disais que l'agence de l'eau fait un suivi sur l'état quantitatif des masses d'eau. J'aimerais que tu nous dises un petit peu plus là-dessus, parce que soit je passe à côté de quelque chose, soit il y a un mystère. Et deuxième question, pour revenir sur les PFAS, je voudrais savoir si il avait été envisagé d'utiliser les mêmes normes sur les eaux superficielles que sur les eaux souterraines et inversement, de manière à pouvoir plus facilement comparer les données. Alors je sais qu'il y a un défaut réglementaire, mais une des forces de l'agence de l'eau, c'est aussi d'être capable d'être force de proposition, de faire avancer les choses, enfin ses propres analyses. Voilà, je voulais savoir si ça avait été envisagé ou si simplement vous en tenez au contexte réglementaire actuel. Alors, sur le suivi quantitatif, en fait, dans le cadre, notamment, on est en train de travailler sur l'état des lieux 2025, et donc on fait l'évaluation de l'état quantitatif des différentes masses d'eau. Mais ce qui concerne la surveillance, le suivi quantitatif, notamment des eaux souterraines, est assuré par le DRGM dans le cadre d'un contrat avec le ministère sur la surveillance des débits piézométriques sur les différentes nappes. Et pour les eaux superficielles, c'est la DREAL qui assure le suivi hygrométrique sur les différentes stations. Donc il y a un suivi quantitatif de la part du DRGM et des DREAL sur les cours d'eau et les eaux souterraines. Et en ce qui concerne les valeurs seuil, je crois que derrière la question qu'on se pose, c'est toujours l'impact que ça peut avoir. Et finalement, les valeurs seuil sont différentes parce qu'elles sont en lien avec des populations on a vu de poissons d'invertébrés pour lesquels les concentrations et l'impact ne sera pas le même que sur l'homme. Et c'est vrai que sur les eaux souterraines, on a eu l'usage principal, même si on a des échanges avec les cours d'eau, les flux et les concentrations ne sont pas les mêmes qu'on va retrouver dans les eaux souterraines. Et donc finalement, l'impact premier, l'usage premier qu'on a pour les eaux souterraines, c'est bien l'eau potable, et donc c'est bien l'homme qui est le premier visé, contrairement, je pense, aux cours d'eau, même si on a un peu de biologie dans les eaux souterraines, mais les cours d'eau, on va s'intéresser beaucoup plus à ces écosystèmes-là, et donc les concentrations sont mal. Oui, on voit bien que sur les cours d'eau, il y a un PFOS qui est analysé contre les 20 en eau superficielle. Enfin, à un moment, il y a tellement d'écart entre le nombre de paramètres évalués et les concentrations que c'est impossible aujourd'hui de faire une comparaison entre les deux. Donc je comprends que vous en teniez à ça, puisque c'est la réglementation, mais je me dis qu'à un moment, il serait été intéressant d'aller plus loin, puisque vous en avez les capacités. Ouais. Alors, pour le coup, sur les cours d'eau, depuis 2024, on en a 15 qui sont analysés, on va en avoir 24 analysés dès l'année prochaine. Donc on aura, en tout cas en termes de surveillance, on aura quelque chose d'équivalent sur les molécules suivies aux souterraines et aux superficielles. Même si derrière, la concentration pour l'évaluation n'est pas la même, mais la surveillance sera à peu près identique. Je prends la dernière question. C'est 2 fois que j'ai la dernière question, j'ai bien passé j'avais juste une question par rapport aux canicules qu'il y a eu. Lorsqu'il y a des canicules, enfin des périodes de sécheresse, en fait, ça va concentrer les polluants. En fait. Est-ce qu'on a vu des augmentations de concentration de polluants dans les années en fait, où il y avait une baisse des nappes ou une baisse des cours d'eau en fait, entre cette année dans la Loire et puis l'année dernière, il y a 2 ans, il y avait une nette diminution possible du volume d'eau et puis idem dans les nappes phréatiques en fait. Alors, je vais parler pour les eaux souterraines. On peut avoir deux phénomènes. Effectivement, on peut avoir une concentration plus importante si on a moins d'eau, mais on peut aussi avoir, on a vu que dans la zone non saturée, on a quand même de l'eau, on a quand même des polluants. On va avoir aussi, par contre, pour les cours d'eau, et qu'on va avoir des périodes de précipitation, ça peut venir aussi lessiver et entraîner avec elles des substances qui étaient présentes dans la zone non saturée et qui vont venir aussi augmenter les concentrations en nappe. Donc je dirais que ça va dépendre des substances aussi. Donc je pense que la question est suffisamment large pour qu'on puisse peut-être parfois distinguer. On peut avoir en fonction des contextes, eaux superficielles, eaux souterraines, en fonction des substances, avoir des comportements différents en fonction des concentrations. Ce qui est sûr, c'est que pour les eaux souterraines, globalement, on a quand même quelque chose de plus... on a moins de variations. On a quelque chose de plus homogène quand on voit les
graphiques, eaux souterraines, on est sur quelque chose de plus stable que des cours d'eau. On peut avoir, suite à la précipitation, un ruissellement important et donc des pics de certaines substances qui seront apportées par ruissellement. Donc on a plus de variations en tout cas sur les eaux superficielles. Juste pour répondre à plutôt un petit peu l'inverse, c'est-à-dire qu'en période pluvieuse, vous avez les déversements d'orage des systèmes d'assainissement qui fonctionnent, et donc en période de sécheresse, ça ne fonctionne pas. Alors, ce qui fait qu'effectivement, les eaux usées des collectivités et donc éventuellement des PFAS peuvent aller dans le milieu de manière plus importante en période, je dirais, plutôt normale par rapport à une période de sécheresse. Mais donc, comme quoi, en fait, c'est pas forcément... on ne peut pas tirer des conclusions des épisodes, je dirais, parce que d'un côté, on peut en avoir, de l'autre, on peut en avoir. Enfin, c'est très variable. Merci pour ce complément d'information. Merci beaucoup, Damien. Je vais inviter Thomas à prendre la parole.